Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9h et pour l'instant, bien, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin dans la matinale est Dominique Madec, il est co-porte-parole départemental de la Confédération Paysanne des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'agriculture. Vous allez me dire, c'est la saison, c'est le salon de l'agriculture et il y a beaucoup de choses à dire. Dominique Madec, je précise aussi pour les auditeurs que vous êtes producteur de lait de vache ainsi que de cidre et de jus de pomme à Ilion dans les Côtes-d'Armor juste à côté. Voilà, ça c'était important aussi pour situer. Le Premier ministre déambule actuellement dans les allées du salon de l'agriculture à Paris. J'allais dire encore le Premier ministre. Est-ce que vous attendez de nouvelles annonces? Alors aujourd'hui, moi j'attends pas tant de nouvelles annonces que plutôt que les chantiers qui ont été lancés aboutissent en quelque sorte. On a vu des annonces qui étaient des annonces, on va dire conjoncturelles. Voilà. Ce week-end, il y a eu une annonce un peu plus structurelle de la part d'Emmanuel Macron, qui est la question des prix planchers, comme il appelle. Du coup, moi j'attends surtout que les chantiers qui sont lancés, là il y a un délai de 3 semaines qui a été donné par le président de la République, que ces chantiers aboutissent. Voilà. Des nouvelles mesures, pourquoi pas, mais en l'occurrence, on attend plutôt, nous, que les chantiers aboutissent, notamment sur la question du revenu des paysans. Alors justement, le revenu des paysans aujourd'hui est au cœur de toutes les discussions. On entend beaucoup de choses. Est-ce que les paysans aujourd'hui vivent bien? Vous-même, est-ce que vous arrivez à vivre de votre travail? Alors on vit bien, mais on est économe. Voilà, ça suppose aujourd'hui de travailler. Nous, sur notre ferme, à proprement parler, on est dans un système qui privilégie l'autonomie. On limite au maximum nos charges. On a peu d'intrants, peu de choses qui rentrent sur notre ferme, et du coup, ça nous permet, quand bien même le prix du lait est bas, nous on est en lait bio actuellement, quand bien même le prix du lait est bas, on réussit à dégager un revenu. Aujourd'hui, on est dans un monde agricole qui, pour certains, gagne très correctement. Voilà, ces dernières années ont plutôt été bonnes pour une bonne partie des agriculteurs. On peut penser à l'élevage de porc en Bretagne, par exemple. Ça a plutôt été des bonnes années. Ceci dit, le système agricole tel qu'il est fait expose les paysans à des crises régulières qui sont des crises structurelles en quelque sorte, puisque par exemple, si on parle des éleveurs de porc, ils ont obtenu il y a quelques années 270 millions d'euros d'aide publique pour soutenir la filière qui traversait une crise. Alors en ce moment, ça va bien, mais il y a des cycles économiques qui font que les agriculteurs sont régulièrement exposés à des difficultés et à des soucis de revenus. Alors, on entend le monde agricole quand même aussi en détresse. On dit aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. On n'a pas de profession, ça arrive, ce taux de suicide. Non, aujourd'hui, le monde agricole, il traverse des crises qui sont alors à la fois économiques, mais aussi des crises, on va dire, de sens, en fait, de sens dans le travail. Les agriculteurs, les paysans et les paysannes cherchent à produire de l'alimentation, avant tout, et à produire, on va dire, des produits de qualité. Et aujourd'hui, il y a des contraintes extérieures au système, ou internes au système, en tout cas, qui tirent les prix vers le bas, qui poussent les gens à produire des volumes de plus en plus importants, au détriment de la qualité du travail, de la qualité de la vie des paysans. Alors, on parle de ces prix planchers, on va y revenir parce que c'est important. Il y a eu cette annonce qui a été faite par le président de la République, reprise par Gabriel Attal et même Bruno Le Maire. En 2 mots, c'est quoi les prix planchers pour qu'on comprenne bien le mécanisme? Alors, j'aimerais bien le savoir, parce que ça semble un petit peu faire débat au sein du gouvernement. Emmanuel Macron a repris cette proposition, qui est une proposition de la Confédération paysanne, historique. Nous, on demande à ce que les paysans ne soient pas payés en dessous de leur prix de revient. C'est le terme qu'on utilise, nous. Prix plancher, pourquoi pas. Pour nous, le prix de revient, ça inclut les coûts de production, le revenu du paysan,
ainsi que les cotisations qu'il verse pour sa protection sociale. Et du coup, le président a parlé des coûts de production, de ce que j'ai entendu. Bruno Le Maire a parlé des coûts de production. Aujourd'hui, on n'a pas entendu très clairement qu'est-ce qu'il en était du travail, du revenu concret des paysans. Voilà, mais en tout cas, pour nous, on s'appuie en tout cas sur ce que le président a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des paysans, ils peuvent produire du lait par exemple, et le vendre en dessous des coûts de production. On n'est pas maître de la fixation des prix. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'argent, et bien souvent la variable d'ajustement, ça va être la rémunération du travail des paysans. C'est ce qui aujourd'hui est un des moteurs en fait de la crise qu'on traverse. C'est-à-dire que les paysans, ils vont systématiquement ajuster leur revenu en fait à un prix qui dépend et de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Alors justement, la grande distribution, elle est très pointée du doigt actuellement. Voilà, on dit qu'elle joue pas le jeu. En fait, elle tire les prix vers le bas. Là aussi, il y a des consommateurs au bout de la chaîne qui ont envie d'avoir des bons produits, mais de les payer moins cher. Comment arriver à résoudre l'équation ? Alors aujourd'hui, il y a des arbitrages qui ont été faits. Je vais pas reprendre les propos polémiques du président, hein, mais en l'occurrence, on s'aperçoit que les gens, ils ont des charges contraintes. Les consommateurs, ils ont des charges contraintes, et notamment la question des loyers, par exemple, qui ont considérablement augmenté quand on regarde la proportion de revenus mis dans le logement et la proportion mise dans l'alimentation. Les courbes se croisent à un moment. Et on s'aperçoit que c'est l'alimentation qui a servi de variable en fait, voilà, ce qui pénalise tout le monde. Donc nous, à la Confédération Paysanne, on soutient le fait que les gens puissent avoir des meilleurs salaires, puissent choisir l'alimentation de qualité qu'ils veulent manger. On a une proposition un peu ambitieuse qui vise à créer une sécurité sociale de l'alimentation. Mais là, à court terme, hein, pour revenir sur la question des prix planchers, quand on regarde la répartition des marges et l'ensemble de la valeur qui est produite, on s'aperçoit que la matière première agricole sur un produit transformé, ça représente pas une proportion très importante en fait du coût. Une collègue en parlait hier. Si on augmente le lait dans le cadre des prix de revient, puisqu'on les connaît à peu près, les prix de revient des éleveurs laitiers, si on l'augmente, ça fera 1 centime pour le consommateur sur un pot de yaourt. Voilà, donc c'est pas énorme. En l'occurrence, pour nous, c'est pas énorme, même si aujourd'hui on entend qu'il y a des gens pour qui l'alimentation c'est un vrai sujet difficile. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire n'a pas arrêté d'augmenter ces dernières années. Il y a des gens qui déclarent, je sais plus, il me semble que c'est à peu près 1/3 des Français qui parfois sautent un repas parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger 3 repas par jour. Voilà, on est dans une situation où effectivement l'alimentation c'est un sujet préoccupant pour beaucoup de consommateurs. Mais pour moi, le fait de passer par des prix planchers ne va pas bousculer de façon extrêmement profonde cette question du coût de l'alimentation pour les consommateurs. Alors je disais en commençant que Dominique Madec, vous êtes producteur de lait de vache, producteur bio, si j'ai bien entendu. Aujourd'hui, on sait que la filière bio a du mal. Beaucoup d'agriculteurs, de paysans bio reviennent à du lait conventionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bio aujourd'hui ? Mais justement, là, on est aussi sur la question de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui se sont trouvés avec des charges fixes qui ont augmenté. Alors fixes, en l'occurrence, on peut penser par exemple au coût de l'énergie, du chauffage, etc. Et c'est l'alimentation qui a servi de variable d'ajustement. Donc on a des consommateurs qui probablement pour une bonne partie d'entre eux préféreraient consommer bio, mais aujourd'hui ne consomment pas bio. Ils peuvent plus le faire. On se retrouve aussi avec sans doute une image des produits bio qui pour certains consommateurs va être une image d'un produit inaccessible pour eux. Or aujourd'hui quand on regarde par exemple un marché de niche, de toute façon c'est pas pour moi. Aujourd'hui quand on regarde en grande et moyenne surface le prix d'une
d'une brique de lait bio, le prix d'une brique de lait conventionnelle avec une marque dessus, l'écart n'est peut-être pas si important que ce que les gens peuvent imaginer. Donc voilà, il y a aussi des barrières qui sont des barrières symboliques, mais le principal frein de notre point de vue, c'est un frein économique chez les consommateurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'agriculture biologique avec une crise qui est réelle et qui touche alors les gens qui sont aux filières longues, mais aussi des gens qui sont en circuit court. Voilà, il y a des soutiens de l'État ponctuels qui sont versés pour tenir la trésorerie des fermes, mais qui aujourd'hui sont probablement insuffisants. Alors on va parler tout à l'heure du modèle agricole, mais déjà un mot. Est-ce qu'il faut le modifier, ce modèle agricole aujourd'hui? On en parle beaucoup. Hein. Est-ce qu'en fait on passe dans un autre monde de la consommation, un autre monde de la production? Alors nous, à la Confédération Paysanne, effectivement, on souhaite changer le modèle agricole tel qu'il s'est développé ces dernières années. C'est-à-dire que on est sur un modèle agricole extrêmement libéral, un modèle agricole qui a contribué à diminuer de façon importante le nombre de paysans, et un modèle agricole qui on en parle là à l'instant, mais qui ne permet pas aux consommateurs de manger la nourriture qu'ils voudraient choisir. Donc en l'occurrence, pour nous, le modèle arrive en quelque sorte à bout de souffle, c'est-à-dire que le modèle libéral qui se base sur un fantasme d'une agriculture mondiale avec des cours mondiaux, etc. Ce modèle-là, il tire les revenus des paysans, il tire les prix vers le bas. En l'occurrence, et derrière le modèle qui serait en quelque sorte le produit final de cette évolution, ce serait des grandes fermes de type capitaliste avec des capitaux éventuellement extérieurs qui assurent le gros de la production, et ensuite quelques marchés de niche avec pourquoi pas du bio, des produits en AOP, etc. Nous, ça, on n'en veut pas. À la Confédération Paysanne, on estime qu'il est important de réinstaller des paysans dans les années qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, on le dit, on le répète, il y a à peu près 50% des fermes qui vont changer de main dans les 10 ans qui viennent, puisque la démographie agricole fait que les paysans et les paysannes sont plutôt âgés, et du coup, il y a un enjeu, si on ne veut pas que la course à l'agrandissement, la course au volume continue, à installer un nombre de paysans extrêmement important. Il faut éviter la spéculation finalement sur les fermes. Ah ben ça, la spéculation sur les fermes et la concentration, en tout cas sur la question foncière, elle existe. Aujourd'hui, en France, il y a des freins quand même. Hein. Il y a une intervention publique. On peut penser à la SAFER. Hein. Il y a des outils d'intervention publique qui permettent que le foncier en France soit nettement plus accessible, même si c'est encore très compliqué pour beaucoup de gens qui sont pas issus du milieu, hein. Mais le foncier reste plus accessible que dans certains pays européens. On a en France, on va dire que l'hectare va compter en milliers d'euros. Dans certains pays européens, c'est en dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, il y a des outils, des leviers de politique publique qui permettraient d'installer beaucoup de paysans. Alors le gouvernement le pointe, etc. Mais à notre avis, c'est encore insuffisant, quoi. Mais le changement de modèle passe par l'installation de paysans nombreux. Et il passe aussi, du coup, par la capacité des paysans actuels à dégager un revenu suffisant pour pouvoir transmettre leurs fermes, et que les fermes ne passent pas à l'agrandissement. Alors il y a aussi cette guerre aux portes de l'Europe qui résonne sur le monde agricole. On parle de l'Ukraine qui exporte beaucoup de produits. Alors on a parlé des poulets ukrainiens, mais il y a d'autres produits aussi. Si demain l'Ukraine rejoint le marché européen, on sait que ça va poser des problèmes au niveau de la PAC. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est source d'inquiétude dans le monde paysan aujourd'hui? Ah oui, ça c'est une source d'inquiétude. Alors c'est pas au centre des préoccupations du mouvement actuel. Les collègues qui font de la volaille, effectivement, il y a une partie des collègues qui se retrouvent concurrencés par les importations de volailles ukrainiennes. Il semblerait là que les mobilisations en Europe aient plus ou moins permis que la Commission mette des freins, en tout cas que les États reprennent un peu la main par rapport à ces importations-là.
après, la question ukrainienne, c'est la question de la concurrence, en fait, entre paysans en Europe, parce que si l'Ukraine rentre en Europe, la question de la concurrence en Europe entre paysans. Nous, à la Confédération paysanne, on pointe, puisqu'on est plutôt on est en lien avec des paysans, des syndicats paysans dans le monde entier, par l'intermédiaire de la Via Campesina, on est contre cette logique de mise en concurrence des paysans. La Via Campesina a porté fort, alors un concept qui aujourd'hui est repris dans tous les sens sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire, c'est le concept de souveraineté alimentaire. On en parle beaucoup. Voilà. Pour nous, il est important que les paysans, dans leur territoire, puissent produire pour la population qui vit dans ce territoire. Et donc la logique de mise en concurrence qui passe par le biais des accords de libre-échange, par le biais d'une diminution des normes de qualité, etc., pour que tout le monde soit concurrentiel sur un marché mondial qui, de mon point de vue, n'existe pas vraiment en termes de produits agricoles, cette mise en concurrence, elle détruit le nombre de paysans, en fait. On l'a vu avec le gouvernement qui essaie de pousser un petit peu à Bruxelles pour éviter que ces fameuses lois sur le libre-échange, le Mercosur, on en a beaucoup parlé, puissent ne pas être applicables. Oui, alors en même temps, il y a ce que le gouvernement dit en France et ce qui se passe dans les coulisses. Le Mercosur, je suis pas du tout certain que ça ne négocie pas toujours sur cet accord. Demain ou ces prochains jours, il y a des accords de libre-échange avec le Kenya, par exemple. Voilà. Donc, nous, à la Confédération paysanne, on n'est pas contre le commerce. C'est pas le souci. Mais par contre, la logique du libre-échange, elle conduit à pénaliser les paysans dans le monde entier, en fait. Quand la France, puisque pour rester sur la question de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau disait il faut que dans la souveraineté alimentaire, la France conserve un poids géopolitique et notamment puisse continuer d'exporter des céréales en Afrique, sinon il risque d'y avoir des famines, on ne maîtrisera pas les flux migratoires, etc. etc. Ça n'a aucun sens pour nous, enfin ça n'a aucun sens, ça a sans doute du sens pour Marc Fesneau, mais en l'occurrence, pour nous, il est important que l'agriculture en Afrique puisse elle aussi se développer sur des cultures qui permettent aux paysans africains de nourrir la population africaine. Voilà, que la France exporte du vin, que la France exporte des céréales, pourquoi pas, mais qu'on n'empêche pas de développer des agricultures, la notion de souveraineté alimentaire dans le monde entier. Alors, on a eu l'inauguration du Salon de l'agriculture. J'allais dire une inauguration chahutée, si peut-être le moyen d'avoir un terme assez poli. Est-ce que ça vous a fait mal, vous, le paysan, de voir ce Salon de l'agriculture transformé finalement en terrain de bataille, on pourrait le dire comme ça? Oh, je fréquente pas assidûment le salon de l'agriculture. Nous, à la Confédération paysanne, depuis la pandémie de Covid, on organise des salons dans nos fermes. Ça s'appelle le salon à la ferme. Qui a un très beau succès, il faut le dire, pour les auditeurs. Oui, mais en l'occurrence, voilà qu'il y ait un peu de chahut dans le contexte, voilà, ça peut se comprendre. Après, en l'occurrence, le président a probablement un peu mis d'huile sur le feu en annonçant un grand débat qui n'était absolument pas calé, qui devait se faire non pas dans un cadre de négociation syndicale, mais dans une espèce de face-à-face direct entre le président et des paysans lambda, alors certes fléchés par les syndicats, des associations, des acteurs de l'agroalimentaire, de la grande distribution. Ça n'avait pas grand sens. Il y a une forme d'improvisation. Possiblement, enfin je suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais en l'occurrence il y avait sans doute la tentative que par la parole il réussisse à retourner son auditoire. Or on est sur un mouvement qui dure depuis plusieurs semaines, on est sur un mouvement où les paysannes et les paysans ont posé des arguments, ont des revendications, alors qui pour certaines ont été entendues, pour d'autres non. Mais on est dans un mouvement qui est quand même sérieux.
mouvement européen. On a vu hier à Bruxelles les paysans, les agriculteurs belges et hollandais venir faire du bruit autour du Parlement. Ah oui, mais enfin la question du revenu des paysans, elle est centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est porté par bon nombre de paysans en Europe, et pas qu'en Europe. Il y a une mobilisation, par exemple, on peut penser à l'Inde en ce moment, où il y a des paysans qui sont mobilisés. Leurs revendications portent sur le revenu, puisqu'on se rend compte, enfin c'est le souci du modèle libéral dans lequel on est, que attirer les prix vers le bas dans une concurrence entre paysans, ça expose tout le monde à des difficultés qui sont structurelles. On a vu les paysans, les agriculteurs mettre sur leur tracteur, voilà, c'est la fin, si on disparaît, voilà, c'est la fin. On ne pourra pas, la fin d'ailleurs, on pourrait mettre un M pour faire le jeu de mots, mais tragique, c'est-à-dire que demain on ne pourrait plus nourrir les Françaises et Français et plus largement les populations mondiales si les agriculteurs, les paysans disparaissaient. Est-ce qu'il y a ce risque, cette inquiétude d'une disparition, en tout cas de l'agriculture telle qu'on a pu la connaître ? De l'agriculture telle qu'on a pu la connaître, oui. Tout à l'heure, j'évoquais la question, l'hypothèse portée par certains, qui est des grandes structures qui produisent, on va dire, l'alimentation de base et des petites structures de niche. C'est un modèle qui pourrait être un modèle réel demain, qui pourrait arriver. Et du coup, aujourd'hui, alors il y a des différences entre les pays européens dans la structure des fermes, etc., dans la composition des fermes et leur taille. Mais en l'occurrence, en France, on est plutôt sur des fermes de dimension, on va dire, raisonnable, réduite, avec un nombre de paysans qui reste encore assez important, même s'il a considérablement diminué, mais demain, il pourrait y avoir... Enfin, la tendance à la disparition des paysannes et des paysans pourrait se poursuivre, et ça n'empêcherait pas que l'alimentation soit produite. Donc effectivement, il y a un réel risque à ce sujet-là, d'une disparition des paysans, pour un système qui serait capitaliste, avec des capitaux qui seraient extérieurs aux fermes, en quelque sorte. Voilà, on serait dans une logique d'entreprise et non plus de ferme, tel qu'on peut l'imaginer, avec un corollaire, des conséquences aussi sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, bien les paysans, ils sont là dans les territoires, on les voit avec leurs tracteurs, on discute avec eux, etc. Ils aménagent aussi le territoire, les paysans. Est-ce que là aussi, ça peut remettre en cause beaucoup de choses sur l'environnement, sur l'organisation des territoires ? Ah oui, c'est possible. En Bretagne, là, on a porté, nous, la Confédération Paysanne, mais on n'était pas seul. Il y avait aussi, par exemple, dans les Côtes-d'Armor, le CEDAPA. On a porté une bataille pour les mesures agro-environnementales et climatiques. En gros, les paysans, des paysans s'engagent pour un système qui est vertueux pour l'environnement, qui consiste grosso modo, je fais court, à donner plus d'herbe à leurs vaches, à diminuer la part de maïs. Ils s'engagent aussi, pour certains, à entretenir leurs haies de façon correcte, etc. On s'est aperçu que sur ces mesures agro-environnementales et climatiques, il y avait un bon nombre de paysans qui étaient prêts à y aller, à s'engager dans la transition agroécologique. C'est l'État qui, au bout, n'avait pas mis suffisamment d'argent, ce pourquoi on a dû aller réclamer. On a finalement obtenu gain de cause, tant mieux, mais ça a été une bataille assez longue. Mais oui, ces éléments-là, les haies, les prairies, etc., sont des éléments qui sont portés aujourd'hui par des paysans et des paysannes qui sont relativement nombreux, prêts à s'engager, dès lors qu'il y a un soutien public pour accompagner ces pratiques vertueuses pour l'environnement. Voilà, ce qui rentre tout à fait dans la logique de protection et de l'environnement, et on en a besoin aujourd'hui. Un dernier mot, il nous reste 5 minutes, me dit notre réalisateur qui est implacable sur le temps. Est-ce qu'il y a une forme de politisation aujourd'hui du monde paysan ? On a entendu, là encore, ça nous renvoie au salon de l'agriculture, on a vu ces scènes très compliquées avec le président de la République et la visite du leader du RN, Jordan Bardella, plutôt assez calme. On a entendu des paysans, des paysannes qui se sont tournés vers lui. Est-ce que finalement le monde paysan basculerait de la droite à l'extrême droite ? La question est volontairement provocatrice. Alors, en tout cas, il y a des volontés de récupération de la colère des paysans.
Après, moi, enfin, on n'est pas enfin, il va y avoir des élections prochainement, mais je suis pas devin là-dessus, et je pense que le monde paysan est relativement divers dans ses choix politiques. Aujourd'hui, ce qui a déploré, c'est des tentatives de récupération, effectivement, notamment de la part de l'extrême droite, d'une colère paysanne qui s'est exprimée. Après, en l'occurrence, que des élus portent des projets de loi, portent des politiques publiques alternatives à celles qui sont portées, etc. Pourquoi pas ? Il me semble que ce soit pas vraiment le cas, ou en tout cas c'est extrêmement confus de ce qui est porté par le Rassemblement national. Il y a des messages qui sont contradictoires. Donc je pense qu'ils ont plutôt un comportement qui est relativement opportuniste en ce moment, d'essayer de récupérer une colère, sans nécessairement de porter de propositions très cohérentes, voilà, et qui changeraient, qui aujourd'hui pourrait changer la donne pour les paysans. Alors on parle beaucoup de décentralisation, d'autonomie, voilà, il y a beaucoup de mots lancés un petit peu comme ça. Est-ce que justement dans des régions comme la Bretagne par exemple, les élus, les responsables politiques viennent au-devant du monde paysan, discutent, se font engueuler peut-être parfois aussi. Est-ce qu'il y a un réel dialogue finalement ? Oui, on rencontre quand même régulièrement les élus. On est une région agricole, et les élus sont... alors, je vais pas dire à l'écoute, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions, des décalages, mais en tout cas, nous, syndicats, on rencontre régulièrement les élus. La semaine passée, il y avait une réunion qui était organisée en préfecture. Le préfet des Côtes-d'Armor reçoit régulièrement les syndicats paysans. Il avait invité les élus des EPCI. Le vice-président à l'agriculture de la région Bretagne était présent. Les élus en Bretagne dialoguent avec les syndicats et avec les paysans et les paysannes. Il y a des régions où ça se fait mieux que d'autres, le dialogue ? Je pense qu'en Bretagne, l'importance de l'agriculture dans la région fait que ce dialogue-là est soutenu, on va dire. Mais c'est aussi une demande des syndicats et des paysans de pouvoir interpeller les élus pour porter des revendications. Voilà. Un dernier mot, Dominique Madec. La suite du mouvement aujourd'hui, vous la voyez comment ? La suite, on va attendre, notamment sur cette question des prix planchers, on va attendre que le chantier commence réellement. C'est-à-dire que le président a lancé une notion qui, pour nous, est une notion qui peut amener des changements structurels dans le système agricole tel qu'on le connaît, qui pourrait, pourquoi pas, sortir la question de l'alimentation d'un strict modèle de marché libéral. Cette notion de prix plancher, pour nous, il faut qu'elle se concrétise. Et du coup, s'il y a une déception là-dessus, voilà, j'imagine qu'il pourrait y avoir d'autres mobilisations revendicatives, voilà. Sachant qu'il y a un autre aspect que les prix planchers ne règlent pas nécessairement, c'est la question des marges qui sont portées par l'agroalimentaire, par la grande distribution, qui sont captées sur le dos des paysannes et des paysans. Et sur cette question des marges, je ne dis pas qu'il soit il pourrait très bien y avoir des actions dans les prochains jours. Alors on va attendre déjà les premières propositions, les premières choses concrètes, c'est important. Dominique Madec, co-porte-parole départementale de la Confédération paysanne des Côtes-d'Armor, vous étiez avec nous ce matin en direct sur Bretagne 5. Je vous en remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.